Un garde forestier à la retraite doté de compétences de survie inégalées a disparu lors d'une randonnée solitaire au cœur des Black Hills. Pendant des mois, la nature sauvage qui était sa seconde maison n'a offert aucune réponse, ne laissant qu'un silence glaçant et une affaire classée sans suite. Ce silence fut brisé par la découverte d'une antenne bizarre fabriquée à partir d'un bâton de randonnée, un indice qui soulevait une question impossible sur la chronologie de sa disparition. Le silence dans la maison des Redford s'était étiré d'heures en jours, se durcissant en une réalité angoissante fin octobre 2014. Willis Redford, 74 ans, avait officiellement 3 jours de retard pour son retour d'une expédition solitaire dans la forêt nationale des Black Hills. Pour tout autre homme de son âge, cela aurait pu signaler une catastrophe immédiate. Mais Willis n'était pas n'importe quel homme. C'était un garde forestier à la retraite, un homme dont toute la vie avait été synchronisée avec les rythmes de la nature sauvage, un survivaliste chevronné qui planifiait ses randonnées avec une précision méticuleuse. Pourtant, c'était cette expertise même qui rendait son silence si alarmant. Son échec à donner signe de vie, à respecter l'itinéraire qu'il avait lui-même établi, était sans précédent. Octavia Redford, son épouse depuis près de 5 décennies, avait passé les dernières 72 heures à osciller entre espoir et terreur. Chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur bondissait pour s'effondrer quand la voix à l'autre bout n'était pas celle de Willis. Le silence émanant de la nature sauvage était absolu, une lourde couverture étouffant les sons normaux de leur vie. Elle connaissait les risques inhérents aux sections reculées des Black Hills qu'il avait l'intention d'explorer. Mais elle connaissait aussi les capacités de son mari. Il était préparé aux blessures, aux intempéries, aux défaillances d'équipement. Sa disparition suggérait que quelque chose de soudain, de catastrophique ou d'entièrement inattendu s'était produit. Finalement, incapable de supporter l'incertitude plus longtemps, Octavia passa l'appel qu'elle avait prié de ne pas avoir à faire. Lorsqu'elle le signala disparu au bureau du shérif du comté de Pennington, elle souligna la gravité de la situation non pas par la panique, mais par l'effet brut de la compétence de son mari. Si Willis était en retard, ce n'était pas parce qu'il avait commis une erreur de débutant. C'était parce que quelque chose avait terriblement mal tourné. Les enquêteurs ont immédiatement commencé à construire une chronologie, en commençant par le dernier point de contact confirmé. 4 jours avant qu'Octavia ne passe l'appel, le 21 octobre 2014, Willis avait atteint une crête spécifique connue pour avoir une réception sporadique de téléphone portable, le dernier avant-poste de connectivité avant de plonger profondément dans les sections reculées de la forêt. C'est là qu'il a envoyé un message texte à Octavia. Le message contenait une photographie. C'était un selfie, capturant Willis, souriant largement, sa longue barbe blanche volumineuse, contrastant fortement avec sa veste rouge vif. Il portait un chapeau noir, de style cow-boy, avec une bande à motifs distinctifs, et les bretelles d'un grand sac à dos jaune étaient visibles sur ses épaules. Derrière lui, peinte sur un gros rocher gris, se trouvait une marque de sentier blanche, une flèche pointant vers le haut. L'image rayonnait de vitalité et de la joie simple d'un homme dans son élément. Accompagnant la photo, un bref message exprimait son amour avant qu'il ne s'éloigne de la portée du monde numérique. Cette géolocalisation, confirmée par l'opérateur de téléphonie mobile, est devenue le point de départ définitif de l'enquête. Alors que les équipes de première intervention se mobilisaient, Octavia fournit le contexte sur l'homme qu'il recherchait. Elle et Willis avaient partagé une vie d'aventure. Pendant des années, elle avait été sa partenaire de randonnée fidèle, traversant des sentiers à travers le pays. Ils avaient reconstruit leur vie autour de leur amour partagé pour le monde naturel. Cependant, des problèmes de santé récents avaient limité la capacité d'Octavia à gérer les itinéraires ambitieux de plusieurs jours que Willis désirait encore. Ce voyage particulier était un qu'il avait planifié pendant des mois, conçu pour atteindre plusieurs zones rarement accessibles au cœur des Black Hills. Un défi adapté à ses compétences spécialisées, mais bien au-delà de ses limites physiques actuelles. Il était parti seul, équipé des connaissances accumulées au cours d'une carrière passée à protéger les espaces sauvages et les personnes qui y pénétraient. La phase initiale de l'enquête s'est concentrée sur son itinéraire prévu. Willis avait laissé un itinéraire détaillé, une habitude ancrée depuis ses jours de garde forestier. Il décrivait ses campements prévus, les sections difficiles hors sentier qu'il prévoyait de naviguer et sa date de retour prévue. Mais alors que les premières 48 heures passaient sans aucun signe de lui, l'urgence s'est intensifiée. Les Black Hills, bien que magnifiques, sont impitoyables. La disparition de Willis Redford a déclenché une opération complexe contre un paysage vaste et indifférent. La nature sauvage qu'il aimait semblait l'avoir englouti tout entier. La mobilisation des opérations de recherche et de sauvetage, SAR, fut immédiate et extensive. Le poste de commandement fut établi près de la crête où Willis avait envoyé sa dernière communication,
une frénésie d'activité contrastant fortement avec l'immobilité de la nature sauvage environnante. La zone de recherche elle-même était une étendue intimidante de la forêt nationale des Black Hills. Ce n'était pas un paysage de pentes douces et de sentiers bien entretenus. Le terrain que Willis avait l'intention de traverser était caractérisé par des forêts denses de pins, ponderosa, qui semblaient absorber la lumière, des canyons abrupts aux faces de granit et un labyrinthe de lits de ruisseaux. C'était une nature sauvage qui exigeait du respect et punissait la négligence. L'ampleur de l'opération était immense. Des dizaines de membres du personnel SAR, dont beaucoup étaient des bénévoles, sont arrivés de toute la région, apportant des équipements spécialisés et un sens partagé du devoir. Ils étaient parfaitement conscients du profil de l'homme disparu. Rechercher un garde forestier à la retraite nécessitait une approche différente de la recherche d'un randonneur perdu. Les procédures standards, se concentrer sur les sentiers, supposer que le sujet essaierait de se rendre visible, étaient probablement insuffisantes. Willis possédait les compétences pour aller profondément hors sentier, naviguer par carte et boussole et s'abriter efficacement. Cette réalisation a à la fois compliqué et élargi les paramètres de recherche. Les coordinateurs SAR devaient penser comme Willis. Ils ont analysé l'itinéraire détaillé fourni par Octavia, mais ils ont également regardé au-delà de l'itinéraire prévu, identifiant les zones qui auraient pu attirer un homme avec les intérêts et l'expertise de Willis. Ils ont déployé des techniques de pistage avancées, utilisant des équipes spécialisées formées pour repérer les perturbations les plus faibles dans l'environnement. Ces pisteurs se déplaçaient lentement et méthodiquement à travers la nature sauvage, leurs yeux scrutant le sol à la recherche de tout signe de passage, une branche cassée, une empreinte subtile dans les aiguilles de pin, la terre comprimée où un sac à dos aurait pu être posé. Ils anticipaient que s'il était blessé, il pourrait délibérément utiliser sa formation de survie pour se terrer dans un endroit dissimulé, conservant énergie et ressources. Les conditions sur le terrain étaient éprouvantes. Les chercheurs naviguaient sur des pentes raides, descendaient en rappel dans des canyons et poussaient à travers des sous-bois denses. L'effort physique était extrême, mais le coût psychologique était encore plus grand. Ils cherchaient l'un des leurs, un homme dont la réputation était légendaire dans la communauté soudée des gardes forestiers et des experts de la nature sauvage. Ajoutant à l'urgence, il y avait le calendrier. C'était fin octobre et dans les hautes altitudes des Black Hills, l'hiver arrive tôt et sans avertissement. Les jours raccourcissaient, les températures nocturnes tombèrent déjà en dessous de zéro. Et les prévisions prédisaient que des systèmes météorologiques entrants qui pourraient compliquer les efforts de recherche et réduire drastiquement la fenêtre de survie. Le sentiment d'une fenêtre qui se fermait était palpable au poste de commandement. Des hélicoptères équipés de technologies d'imagerie thermique sillonnaient la vaste zone de recherche, leurs rotors résonnant à travers les canyons. La recherche aérienne était difficile, la canopée dense obscurcissant la vue du sol forestier. Les pilotes volaient tout bas, scrutant le paysage à la recherche de tout éclat de couleur, le rouge vif de la veste de Willis, le jaune de son sac à dos. Au sol, des équipes canines furent amenées, spécialisées dans le pistage de l'odeur humaine sur de longues distances et des terrains difficiles. Les chiens tiraient contre leurs harnais, leur maître lançant des commandes, espérant une percée dans l'affaire. Mais alors que les jours se transformaient en une semaine, puis deux, la recherche ne donna qu'un silence troublant. Ils ne trouvèrent absolument rien. La nature sauvage restait obstinément indifférente à leurs efforts. C'était comme si Willis avait dépassé le marqueur de sentier dans son selfie et s'était simplement dissous dans le paysage. L'absence d'indices était déconcertante. Même les randonneurs les plus expérimentés laissent une trace de leur passage. Pour un homme portant un équipement d'expédition lourd, de ne laisser absolument rien derrière suggérait une anomalie troublante. Les enquêteurs ont envisagé divers scénarios. Était-il tombé dans un ravin ou dans l'un des nombreux puits de mines non marqués qui parsemèrent le paysage? Avait-il subi une urgence médicale soudaine? Mais même dans ces scénarios, certaines preuves physiques auraient dû être présentes. La frustration au poste de commandement montait. La zone de recherche s'étendait, étirant les ressources. L'optimisme initial, alimenté par la réputation de Willis, a commencé à décliner, remplacé par une sombre réalisation des probabilités. Après 3 semaines de recherches exhaustives et intensives, les réalités environnementales sont devenues impossibles à ignorer. Un système de tempête hivernale important s'est installé, recouvrant le haut pays de neige profonde et apportant des températures glaciales. Le paysage, déjà difficile à naviguer, est devenu dangereux. Les risques pour les chercheurs s'intensifiaient, tandis que la probabilité de trouver Willis vivant diminuait rapidement. Les autorités ont pris la décision difficile qui pèse lourdement sur chaque opération SAR. Ils ont réduit la recherche active. La mobilisation massive fut démobilisée et l'affaire passa à une enquête limitée et continue. La position officielle s'est subtilement déplacée du sauvetage vers la récupération.
L'annonce fut faite avec le cœur lourd, le sentiment de défaite palpable. Cette décision, bien que logistiquement sensée, fut dévastatrice pour Octavia Redford. Elle refusa d'accepter l'implication que son mari était parti. Dans des déclarations publiques et des conversations privées avec les enquêteurs, elle insista sur le fait que Willis possédait des compétences uniques qui lui permettaient de survivre pendant de longues périodes dans la nature sauvage, même dans des conditions difficiles. Elle s'accrochait à la conviction qu'il était blessé, peut-être immobilisé, et s'abritait sur place en attendant les secours. Animée par cette détermination, Octavia commença à organiser des efforts de recherche privés. Elle devint l'épicentre d'une poussée renouvelée pour trouver Willis. Elle coordonna avec des pisteurs expérimentés et des experts en survie, finançant les opérations par des dons et ses propres économies. Elle passa des heures à analyser des cartes, identifiant les zones qu'Octavia sentait que Willis aurait pu favoriser, des canyons profonds et abrités et des zones avec des sources d'eau connues. Lorsque le temps hivernal se brisait occasionnellement, ces équipes dévouées s'aventuraient dans les Black Hills, leur détermination alimentée par la foi inébranlable d'Octavia. Ces efforts privés se sont poursuivis tout au long des premiers mois d'hiver, motivés par l'espoir et une connaissance intime de l'homme qu'ils recherchaient. Mais comme la recherche officielle avant eux, ils n'ont trouvé aucune trace. La neige s'accumula, la forêt resta silencieuse, et le mystère de ce qui était arrivé à Willis Redford semblait figé dans le temps. Octavia affronta le long hiver seule, suspendue dans un état d'incertitude angoissante. L'hiver 2014-2015 fut sévère dans les Black Hills. Le paysage où Willis Redford avait disparu était verrouillé sous plusieurs pieds de neige, mettant effectivement en pause tout effort de recherche significatif. L'affaire, bien que toujours ouverte, était passée dans un limbe douloureux pour Octavia, marqué par le passage du temps et l'absence de réponse. Ce n'est qu'en avril 2015, environ 6 mois après que Willis eut envoyé son dernier message, que la première percée dans l'affaire se produisit. Elle ne vint pas d'une équipe de recherche dédiée ou d'une enquête policière, mais d'un homme faisant simplement son travail dans l'un des coins les plus reculés de la forêt. Travis Norton était un géomètre-géologue engagé par une entreprise privée pour évaluer la viabilité de zones reculées pour d'éventuelles futures opérations forestières. Son travail l'emmenait loin des sentiers établis, nécessitant qu'il navigue dans un terrain accidenté, souvent inaccessible. À la mi-avril, Norton travaillait au cœur des Black Hills, dans un secteur à des kilomètres des zones de recherche initiale et significativement divergent de l'itinéraire prévu de Willis Redford. C'était une zone si reculée que peu de gens avaient jamais eu de raison de s'y aventurer. La journée était claire et fraîche, le dégel printanier en cours, mais des plaques de neige s'accrochaient encore aux zones ombragées. Norton traversait une crête haute et exposée, son attention portée sur les formations rocheuses et la composition du sol sous ses pieds. Il était habitué à l'isolement, le silence de la nature sauvage brisé seulement par le son du vent et le cri occasionnel d'un faucon. Alors qu'il manœuvrait autour d'un groupe dense de pins qui s'accrochait là précairement à la ligne de crête, quelque chose attira son attention. C'était un éclat de couleur, une anomalie qui n'appartenait pas au paysage naturel. Les couleurs étaient trop vives, les formes trop artificielles. Il s'approche prudemment, sa curiosité piquée, partiellement abrité par le surplomb dense de la couverture arborée, coincé solidement dans une fissure rocheuse, se trouvait un dispositif inhabituel. Il avait l'air fait main, presque rudimentaire dans sa construction. Norton s'arrêta, fixant l'objet, essayant de lui donner un sens. C'était une antenne, clairement fabriquée à partir de matériaux que quelqu'un pourrait transporter dans un sac de randonnée ou récupérer. Le corps principal était une courte section de tuyaux en PVC gris clair. Enroulés autour du tuyau se trouvèrent des bobines de fil bleu et rouge vif, maintenues en place par de petites vis et rondelles métalliques. Un fil jaune épais, connecté à une pince métallique rouillée de couleur cuivre, dépassait du côté. De fins fils rouges s'étendaient des connecteurs et un petit mousqueton avec une corde orange était attaché près du sommet. L'ensemble était monté sur le dessus d'un bâton de randonnée noir, la poignée visible là où il était ancré dans les rochers. Norton fit le tour du dispositif, l'examinant de près. La construction était utilitaire, presque désespérée. Les fils s'étaient enroulés de manière inégale et les composants métalliques montrèrent des signes d'usure. Mais ce qui le frappa le plus fut son état. Malgré l'hiver rigoureux, le dispositif avait l'air étonnamment neuf. Les fils étaient encore vibrants, le tuyau en PVC montrait une dégradation minimale. L'abri fourni par les arbres l'avait protégé, mais même ainsi, il ne ressemblait pas à quelque chose qui avait été exposé aux éléments pendant 6 mois. La découverte était troublante. L'objet semblait significatif, un morceau étrange de débris humain dans la nature sauvage. Il ne le connecta pas immédiatement à l'affaire du randonneur disparu, qui avait disparu des reportages locaux des mois plus tôt. Pensant qu'il était peut-être lié à des recherches ou à une activité radio-amateur, Norton décida de le documenter. Il sortit son appareil photo
et prit plusieurs photographies sous différents angles, capturant les détails de sa construction et son placement sur la crête. Il envisagea de le prendre avec lui, mais décida de ne pas le faire, adhérant au principe de laisser les choses comme il les avait trouvées. Il nota les coordonnées GPS de l'emplacement et continua son travail d'arpentage, l'image du dispositif étrange persistant dans son esprit. Plus tard, cette semaine-là, de retour à la civilisation, Norton examinait ses photographies. L'antenne étrange continuait de l'intriguer. Plus il regardait les images, plus il avait de questions. Sur un coup de tête, il décida de solliciter l'avis d'experts. Il se connecta à Facebook et navigua vers un petit groupe privé dédié aux passionnés de radio amateurs, ham, et de communication de survie. Il téléchargea les photographies du dispositif et posta une question simple. Il décrivit où il avait trouvé le dispositif et demanda si quelqu'un pouvait identifier la conception ou son but. La communauté en ligne commença à analyser les photos, discutant des aspects techniques de la conception de l'antenne. Les commentaires allaient de la spéculation technique sur la conception de la bobine et la gamme de fréquences potentielles de l'antenne. Mais la percée vint d'une source inattendue. Kendra Jenkins, résidente de Rapid City et amie d'Octavia Redford, était également membre de ce groupe Facebook. Elle fit défiler le post initialement, mais l'image du dispositif grossièrement construit attira son attention. Elle cliqua sur les photographies, zoomant sur les détails. Une réalisation soudaine et glaçante la submergea. Elle reconnut quelque chose de familier dans les éléments de conception. Elle se rappela vivement une conversation qu'elle avait eue avec Willis Redford l'été précédent. Willis, toujours en train de bricoler avec son équipement, avait discuté de ses expériences de construction d'antennes d'urgence portables à haute fréquence en utilisant des composants facilement disponibles comme des tuyaux en PVC et des types spécifiques de fils. Il avait même esquissé une conception similaire à celle de la photographie. Kendra savait que Willis était toujours porté disparu. Ce dispositif, trouvé au cœur des Black Hills, correspondait à ses intérêts et compétences connues. Les implications étaient stupéfiantes. Si c'était l'antenne de Willis, cela signifiait qu'il avait été vivant, actif et essayant de signaler pour obtenir de l'aide. Le cœur battant, Kendra contacta immédiatement Octavia. La conversation fut émotionnelle et urgente. Octavia, en voyant les photographies, ressentit une secousse de reconnaissance. Elle connaissait le travail manuel de son mari, la façon spécifique dont il enroulait les fils, les matériaux qu'il favorisait. C'était le travail de Willis. L'espoir qu'elle avait farouchement protégé tout au long de l'hiver angoissant surgit soudainement. Les mains tremblantes, Octavia alerta les autorités, leur fournissant les photographies et le contexte fournis par Kendra Jenkins. La découverte de l'antenne a instantanément ravivé l'enquête, déplaçant l'attention vers la crête reculée et soulevant de profondes questions sur ce qui était arrivé à Willis Redford au cours des 6 mois précédents. L'affaire classée se réchauffait soudainement. Le rapport d'Octavia Redford galvanisa le bureau du shérif du comté de Pennington. La découverte de l'antenne présentait la première preuve tangible depuis la disparition de Willis 6 mois auparavant. Les implications étaient trop importantes pour être ignorées. Les enquêteurs ont immédiatement contacté Travis Norton, obtenant les coordonnées GPS précises du site de découverte et l'interrogeant sur les circonstances de la trouvaille. Étant donné l'emplacement éloigné et accidenté, une équipe spécialisée fut envoyée par hélicoptère pour récupérer le dispositif. L'urgence était palpable. Quand ils arrivèrent à la crête, ils trouvèrent l'antenne exactement comme Norton l'avait décrite, toujours coincée dans la fissure rocheuse, abritée par les pins. La scène fut sécurisée et le processus de récupération fut méticuleux. L'ensemble complet fut soigneusement documenté in situ avant d'être sécurisé comme preuve. Même à l'œil non averti, l'objet semblait significatif, un message désespéré construit à partir de composants de base au milieu de nulle part. L'antenne fut transportée au laboratoire criminel de l'État. La première priorité était de confirmer la propriété. Les techniciens médico-légaux ont commencé le processus minutieux d'analyse de l'objet pour des traces de preuves. Ils se sont concentrés sur les zones où l'utilisateur aurait manipulé le dispositif le plus fréquemment. Les pinces métalliques, les fils enroulés et la poignée du bâton de randonnée sur lequel l'antenne était montée. Ils ont écouvillonné ces zones méticuleusement à la recherche d'ADN de contact. Les résultats sont revenus rapidement et ils étaient définitifs. Le profil ADN extrait des cellules cutanées trouvées sur les pinces métalliques et la poignée du bâton de randonnée correspondait à Willis Redford. Cette confirmation validait la croyance d'Octavia et la reconnaissance de Kendra Jenkins. Willis avait été sur cette crête et il avait construit ce dispositif. Cependant, c'est la deuxième phase de l'analyse médico-légale qui a livré une bombe, bouleversant complètement la chronologie établie de l'affaire. Les enquêteurs avaient initialement supposé que l'antenne avait été construite peu après la disparition de Willis en octobre 2014, peut-être une tentative désespérée de signaler pour obtenir de l'aide avant qu'il ne succombe aux éléments. Mais l'état physique de l'antenne, tel qu'initialement observé par Travis Norton, suggérait le contraire.
Les experts médico-légaux ont mené une analyse détaillée des matériaux, examinant la dégradation du tuyau en PVC, l'oxydation des fils et l'usure des composants métalliques. Ils ont pris en compte les conditions environnementales de l'hiver des Black Hills, reconnaissant que l'abri fourni par la couverture arborée avait considérablement protégé le dispositif. Malgré cette protection, les matériaux montraient une exposition minimale. Le consensus parmi les experts était choquant. L'antenne n'avait pas été construite il y a 6 mois. On estimait qu'elle avait été construite et placée sur la crête très récemment, probablement seulement quelques jours ou semaines avant que Travis Norton ne la découvre en avril 2015. Cette révélation a frappé l'équipe d'enquête avec la force d'un coup physique. Les implications étaient stupéfiantes et ont immédiatement changé toute la complexion de l'enquête. Cela signifiait que l'hypothèse fondamentale sous-jacente des 6 derniers mois, que Willis Redford avait péri dans la nature sauvage peu après sa disparition, était fausse. Willis avait survécu. Il avait enduré le rude hiver des Black Hills seul pendant environ 6 mois. La découverte a brisé la chronologie et présenté une foule de nouvelles questions angoissantes. Comment un homme de 74 ans avait-il survécu seul, dans des températures glaciales, avec des provisions limitées, pendant 6 mois ? C'était un témoignage de ses compétences et de son expérience extraordinaire, mais cela soulevait aussi de profondes questions. Où s'était-il abrité ? Que lui était-il arrivé ? Et peut-être plus urgent encore, où était-il maintenant ? La réalisation qu'il avait été vivant il y a seulement quelques semaines a transformé l'enquête d'une mission de récupération d'affaires classées en une opération de sauvetage urgente. L'urgence fut renouvelée, intensifiée par la réalisation que Willis pourrait encore être vivant, peut-être blessé et ayant désespérément besoin d'aide près du site de l'antenne. Une nouvelle opération de recherche massive et urgente fut immédiatement lancée, centrée sur le site de l'antenne. L'ampleur de l'opération rivalisait avec la recherche initiale, mais la stratégie était différente. Les équipes recherchaient dès maintenant des signes d'activité récente, se concentrant sur les environs immédiats de la crête. L'atmosphère au poste de commandement était électrique, un mélange d'espoir renouvelé et d'urgence profonde. Pendant que les équipes au sol se mobilisaient, les enquêteurs se sont également concentrés sur l'antenne elle-même, cherchant à comprendre son but et sa capacité. Ils ont fait appel à des experts en communication radio pour tester le dispositif. Les conclusions étaient décevantes. La conception de l'antenne était fonctionnelle en théorie, mais sa construction, probablement limitée par les matériaux que Willis avait sous la main, résultait en de très faibles capacités de transmission. Dans le terrain accidenté des Black Hills, entouré de pics de granit qui bloquaient les signaux radio, l'antenne ne pouvait pas atteindre assez loin pour signaler de manière fiable pour obtenir de l'aide depuis un endroit si éloigné. Cette analyse technique suggérait un scénario déchirant. L'antenne était une tentative désespérée d'atteindre le monde, mais elle avait échoué. Le fait qu'elles aient été abandonnées sur la crête suggérait que Willis avait réalisé qu'elles ne fonctionnaient pas et avait peut-être continué, tentant de s'auto-secourir ou de trouver un endroit avec un meilleur potentiel de signal. Le mystère central s'approfondissait. L'antenne prouvait la résilience de Willis, mais elle soulignait aussi son désespoir. Quelle crise avait provoqué cette tentative soudaine d'établir le contact après des mois de survie ? Et où était-il allé après avoir laissé l'antenne sur la crête ? Les efforts de recherche renouvelés se sont enfoncés dans la nature sauvage, motivés par la connaissance que Willis Redford avait été là, vivant, bien plus longtemps que quiconque n'avait osé l'imaginer. Les équipes de recherche ont avancé, motivées par la connaissance qu'elles cherchaient un homme qui avait défié toutes les probabilités, un survivant qui avait enduré la nature sauvage pendant 6 mois, seulement pour disparaître à nouveau, juste au moment où l'aide approchait. La course était lancée pour le trouver avant que la piste ne refroidisse à nouveau. L'urgence de l'opération de recherche renouvelée était palpable. Savoir que Willis Redford avait été vivant aussi récemment que quelques semaines auparavant insufflait à l'effort une énergie désespérée. Les équipes SAR, maintenant équipées de la connaissance des capacités de survie extraordinaires de Willis, ont concentré leurs efforts sur la zone entourant la crête où l'antenne a été trouvée. La stratégie était motivée par la compréhension que survivre à un hiver du Dakota du Sud nécessitait un abri substantiel. Et Willis, avec son expertise, aurait priorisé l'établissement d'un camp de base sécurisé. Le terrain était incroyablement difficile, caractérisé par des pentes raides, une végétation dense et des formations rocheuses complexes. Les chercheurs recherchaient tout signe d'habitation à long terme, se concentrant sur les zones qui offraient un abri naturel, un accès à l'eau et des ressources pour la survie. Ils savaient que Willis, avec sa formation de garde forestier, choisirait un emplacement stratégiquement avantageux et bien dissimulé. Il recherchait quelque chose de subtil, quelque chose de caché, conforme à la formation de Willis pour minimiser son impact sur l'environnement. Les équipes de recherche ont méthodiquement passé au peigne fin le paysage, grille par grille, leurs efforts alimentés par la connaissance que Willis pourrait encore être vivant, peut-être blessé
et incapable de voyager loin de son abri. Ils ont analysé des cartes topographiques à la recherche de grottes, de surplombs rocheux et de fourrés denses qui pourraient offrir un refuge contre les éléments. Plusieurs jours après le début de l'opération intensive, une équipe de pistage spécialisée a localisé une anomalie au cœur d'un réseau de flèches de granit et de grottes peu profondes. C'était à environ 3 miles de la crête où l'antenne a été découverte, cachée dans un endroit qui était presque invisible, à moins de savoir exactement où chercher. C'était une perturbation subtile dans le modèle naturel du sol forestier, un sentier faible qui semblait mener dans le réseau dense de formations rocheuses. Alors que les chercheurs s'enfonçaient plus profondément dans les formations rocheuses, ils l'ont découvert, un camp de survie remarquablement bien caché. Le camp était établi dans une grotte peu profonde, son entrée obscurcie par un écran astucieusement construit de branches de pin et de débris naturels. C'était une démonstration magistrale de compétences de survie. Un abri conçu pour être pratiquement invisible à plus de quelques pieds de distance. Ils avaient trouvé ce qui allait être connu sous le nom de camp fantôme. La découverte du camp a envoyé une vague d'excitation et d'appréhension à travers l'opération de recherche. C'était la première preuve définitive de l'endroit où Willis avait été pendant les longs mois d'hiver. Le camp était inoccupé, mais il racontait une histoire détaillée de survie, de résilience et d'organisation. Les enquêteurs ont sécurisé la scène et ont commencé le processus minutieux de documentation des preuves à l'intérieur. L'intérieur de l'abri montrait des preuves d'habitation à long terme. Il était organisé avec la précision attendue d'un garde forestier à la retraite. Willis avait utilisé son expertise pour créer un environnement de vie durable dans les conditions les plus difficiles. Les preuves de survie hivernale étaient étendues. Dans un coin de la grotte, les enquêteurs ont trouvé les restes de réserves alimentaires séchées, baies, racines et peut-être de la viande séchée, suggérant que Willis avait activement foragé et chassé. Un système de collecte d'eau de pluie rudimentaire mais efficace avait été construit, utilisant des bûches creusées et des matériaux récupérés pour canaliser l'eau dans un réservoir de fortune. La zone de couchage était fortement isolée avec des couches d'aiguilles de pin, de mousse et de feuilles séchées, créant un matelas épais capable de fournir de la chaleur par des températures glaciales. Le camp était un témoignage des capacités extraordinaires de Willis. Il n'avait pas seulement survécu, il avait établi une base fonctionnelle utilisant les ressources de la nature sauvage pour endurer l'hiver. Mais le camp révélait aussi un aspect plus sombre de son épreuve. L'état du camp suggérait qu'il avait été abandonné récemment, s'alignant sur la chronologie établie par l'analyse de l'antenne. Le départ semblait délibéré, pas précipité, mais il y avait des signes de crise. De manière cruciale, les enquêteurs ont découvert des preuves suggérant que Willis avait été gravement blessé à un moment donné pendant son séjour dans la nature sauvage. Près de la zone de couchage, jetée parmi les matériaux naturels, ils ont trouvé une attelle improvisée mais construite de manière experte. Elle était fabriquée à partir de branches d'arbres, rembourrées de mousse et liées avec des bandes de tissu. La taille et la structure de l'attelle indiquaient qu'elle était conçue pour immobiliser un bras. À proximité, ils ont trouvé plus de bandes de tissu, certaines montrant de faibles taches, qui ont été présumément identifiées comme du sang, suggérant qu'elles avaient été utilisées comme bandage. Cette découverte a ajouté une nouvelle dimension troublante au récit. Willis n'avait pas seulement survécu à l'hiver, il l'avait fait tout en soignant une blessure importante. Cela soulevait des questions sur l'incident initial qui l'avait conduit à cet endroit éloigné. Comment avait-il été blessé? La blessure s'était-elle produite avant qu'il n'établisse le camp ou pendant son séjour là-bas? Et comment avait-il réussi à survivre et à maintenir le camp tout en gérant une blessure grave? Alors que les enquêteurs continuaient à inventorier le contenu du camp, à la recherche de tout indice qui pourrait indiquer les intentions de Willis ou son emplacement actuel, ils ont noté plusieurs éléments clés qui manquaient. Le grand sac à dos jaune de Willis, visible dans son dernier selfie, n'était pas présent, bien que certains de ses équipements aient été trouvés dans l'abri. Un couteau, des outils pour faire du feu, de la corde, l'absence du sac principal suggérait qu'il aurait pu en être séparé lors de l'incident initial ou l'avoir emporté avec lui lorsqu'il a abandonné le camp. Mais l'élément manquant le plus significatif a été découvert lorsque les enquêteurs ont trouvé un kit de nettoyage d'armes à feu spécialisé parmi ses affaires. Willis Redford était connu pour porter un modèle spécifique de pistolet lors de ses randonnées en solo, une précaution de sécurité contre les animaux prédateurs. La présence du kit de nettoyage indiquait qu'il avait l'arme à feu avec lui à un moment donné. Mais l'arme à feu elle-même était manquante. Les preuves présentaient une image complexe. Willis avait clairement établi ce camp, survécu pendant des mois et géré une blessure grave. L'état du camp suggérait un départ délibéré au printemps, probablement motivé par le besoin de signaler pour obtenir de l'aide, conduisant à la construction de l'antenne. Les théories ont commencé à se former. Peut-être que ses provisions s'amenuisaient ou que sa blessure s'aggravait, l'incitant à prendre le risque de quitter l'abri sécurisé.
Mais les questions sous-jacentes restaient sans réponse. Quelle était la nature de l'incident initial qui a causé la blessure et l'a séparé de son équipement principal? Et où est-il allé après avoir abandonné l'antenne? La recherche s'est étendue vers l'extérieur depuis le camp fantôme, analysant les routes probables que Willis aurait pu emprunter vers le site de l'antenne ou vers la civilisation. Les équipes se sont poussées à la limite, motivées par les preuves de son incroyable résilience. Mais malgré les efforts exhaustifs, aucune autre trace de Willis Redford n'a été trouvée. La piste, une fois de plus, s'est refroidie, laissant le camp fantôme comme un témoignage silencieux d'un exploit remarquable de survie et d'un mystère persistant. La nature sauvage s'était une fois de plus refermée autour de lui, laissant les enquêteurs aux prises avec l'énigme de sa disparition, maintenant compliquée par les preuves de sa longue et ardue lutte pour la survie. La découverte du camp fantôme et de l'antenne avait fourni un aperçu alléchant de l'épreuve de Willis Redford, mais la piste s'est refroidie presque aussi rapidement qu'elle était apparue. L'opération de recherche massive menée au printemps 2015 n'a trouvé aucune autre trace du randonneur disparu. L'espoir d'un sauvetage s'est estompé, remplacé par la réalité angoissante que Willis, malgré sa survie extraordinaire, avait probablement succombé à ses blessures ou aux éléments peu après avoir abandonné l'antenne. L'affaire, une fois de plus, est passée dans un état de limbe angoissant. Les autorités avaient confirmé que Willis avait survécu à l'hiver, blessé mais vivant, mais elles ne pouvaient pas déterminer ce qui lui était arrivé après qu'il ait abandonné le camp et l'antenne. Le mystère restait non résolu, laissant Octavia Redford aux prises avec l'incertitude dévastatrice du sort de son mari. La connaissance qu'il avait survécu pendant des mois, blessé et seul, ne faisait qu'approfondir la tragédie de sa disparition. La chronologie avança de 2 ans jusqu'à l'été 2017. L'affaire de Willis Redford avait disparu des gros titres, reléguée au dossier des affaires classées du bureau du shérif du comté de Pennington. Les preuves physiques, l'antenne, les composants du camp, étaient cataloguées et stockées, mais l'enquête avait stagné. Il n'y avait pas de nouvelles pistes, pas de nouvelles observations, pas de réponse. Pendant ce temps, dans une séquence d'événements entièrement sans rapport se déroulant à des centaines de kilomètres de là, une enquête fédérale à long terme atteignait son apogée. Dans le Montana, les autorités fédérales suivaient un réseau sophistiqué de fraude financière depuis plusieurs années. L'enquête était complexe, impliquant plusieurs agences et juridictions, axée sur un réseau d'individus engagés dans le vol d'identité à grande échelle et le blanchiment d'argent. L'enquête avait été méticuleuse, suivant le flux de fonds illicites à travers un labyrinthe de sociétés écrans et de comptes offshore. L'opération a culminé dans un raid coordonné sur une propriété située dans une zone rurale de l'ouest du Montana. La propriété était censée être un hub central pour les activités du réseau et plusieurs cibles de grande valeur devaient être présentes. L'opération était à enjeux élevés, ciblant des individus connus pour être insaisissables et ingénieux. Le raid a été exécuté aux premières heures du matin. Des équipes tactiques, lourdement armées et se déplaçant avec précision, ont sécurisé le périmètre et ont fait irruption dans la résidence principale. L'opération s'est déroulée sans problème et plusieurs individus ont été détenus sans incident. L'atmosphère était tendue mais contrôlée, une opération de routine pour les agents fédéraux expérimentés impliqués. Parmi les personnes arrêtées, se trouvait un homme vivant sous une fausse identité. Il a présenté une pièce d'identité indiquant qu'il était un homme d'affaires d'âge moyen, mais les agents avaient des raisons de croire qu'il était quelqu'un d'autre. Il semblait banal, se fondant dans l'arrière-plan de l'entreprise criminelle. Il n'a offert aucune résistance, présentant une identification qui semblait légitime. Cependant, la procédure standard exigeait que toutes les personnes arrêtées lors de telles opérations subissent une analyse d'empreintes digitales. Il a été traité avec les autres suspects, ces empreintes digitales prises selon la procédure standard. L'analyse des empreintes digitales a donné un résultat stupéfiant. L'homme vivant sous la fausse identité a été identifié comme Garrett Vaughn. Garrett Vaughn était un nom qui résonnait avec notoriété dans certains cercles de forces de l'ordre. C'était un ancien détective de police disgracié de Chicago, un homme qui avait autrefois été chargé de faire respecter la loi, mais avait finalement trahi cette confiance de manière spectaculaire. En 2013, Vaughn avait été inculpé de multiples accusations de corruption départementale massive et de fraude. Il avait utilisé sa position de détective pour orchestrer un système complexe impliquant le détournement de biens saisis, la corruption et l'extorsion. L'affaire contre lui était accablante et il risquait des décennies de prison. Mais avant que son procès ne puisse commencer, Garrett Vaughn a disparu. Il a liquidé ses actifs, abandonné sa vie et disparu sans laisser de traces. Il avait échappé à la justice pendant 4 ans, devenant un fugitif de haut profil recherché par le US Marshal Service. Il avait utilisé ses compétences d'ancien détective pour rester caché. Son arrestation dans le Montana était une percée majeure dans l'affaire de fraude. Les autorités avaient finalement rattrapé l'insaisissable ancien détective.
L'accent de l'enquête était entièrement sur ses crimes financiers et sa vie de fugitif. L'enquête sur ses activités au cours des 4 dernières années a commencé immédiatement, visant à découvrir comment il avait réussi à rester caché si longtemps et s'il avait poursuivi ses activités criminelles. À ce stade, il n'y avait absolument aucune raison de soupçonner que Gareth Vaughn avait un lien avec un randonneur disparu dans les Black Hills du Dakota du Sud. Les deux affaires existaient dans des univers entièrement séparés, apparemment destinés à ne jamais se croiser. L'arrestation était un événement important, mais pour les enquêteurs concentrés sur la disparition de Willis Redford, c'était un bruit non pertinent, un écho lointain d'un crime sans rapport. Les enquêteurs se sont concentrés sur leurs affaires respectives, ignorant que les fils de ces deux récits disparates étaient sur le point de se croiser d'une manière que personne n'aurait pu prédire. L'arrestation de Gareth Vaughn, apparemment une résolution à une affaire, était sur le point d'en ouvrir une autre. L'arrestation de Gareth Vaughn a initié le mécanisme complexe de la poursuite fédérale. Les suites immédiates du raid se sont concentrées sur la sécurisation des vastes quantités de preuves liées à sa vie de fugitif et à son implication dans le réseau de fraude financière. Les agents fédéraux ont commencé le processus minutieux de démantèlement de sa vie de fugitif. L'enquête s'est concentrée sur l'identification et la saisie de ses actifs, le traçage de ses mouvements au cours des 4 dernières années et la compréhension du réseau qui lui avait permis de rester caché. Vaughn, maintenant incarcéré et faisant face au poids écrasant des preuves contre lui, est resté muet. Il a refusé de coopérer avec l'enquête, n'offrant aucune information sur ses activités pendant les 4 années où il avait été fugitif. Il était confiant que son réseau complexe de fausses identités et de comptes cachés le protégerait. L'inventaire des biens de Vaughn, saisis lors du raid dans le Montana, était étendu. Les agents ont catalogué les véhicules, les ordinateurs, les documents financiers et diverses affaires personnelles saisies sur la propriété. La résidence était peu meublée, portant les marques d'un homme prêt à fuir à tout moment. Le processus était lent et méthodique, visant à découvrir tous les actifs cachés ou preuves liées à ces crimes. C'est au cours de cette recherche exhaustive des effets personnels de Vaughn qu'un enquêteur a découvert un petit objet discret caché dans la doublure d'une valise. C'était une clé, petite et métallique, apparemment insignifiante au milieu du trésor de preuves liées aux crimes financiers. La clé semblait appartenir à un coffre-fort. La découverte était significative. Les fugitifs utilisent souvent des coffres-forts pour stocker des documents sensibles, de l'argent liquide et des objets de valeur qu'ils doivent garder en sécurité, mais accessibles. La découverte a initié une nouvelle ligne d'enquête. Les agents ont commencé le processus d'identification de la banque associée à la clé, une tâche compliquée par l'utilisation de multiples alias par Vaughn. L'identification de la banque associée à la clé a nécessité un travail médico-légal méticuleux. Après plusieurs semaines d'enquête, la clé a été retracée à une petite banque régionale dans un État voisin, associée à l'un des alias de Vaughn. Un mandat fédéral a été obtenu et des agents ont été dépêchés pour accéder au coffre-fort. Lorsque le coffre-fort a été ouvert, le contenu était exactement ce à quoi les agents s'attendaient au premier coup d'œil. Il contenait de nombreux faux documents d'identité, permis de conduire, passeport, certificat de naissance, couvrant plusieurs identités. Il y avait aussi une quantité importante d'argent liquide, empaqueté en liasses soignées. C'était le kit standard d'un fugitif de haut niveau, conçu pour faciliter une évasion rapide et une nouvelle vie. Cependant, niché parmi l'argent et les documents, caché au fond de la boîte, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvait un objet inattendu, une arme à feu. La présence d'une arme à feu n'était pas entièrement surprenante, étant donné le passé de Vaughn et la nature de ses activités criminelles. L'arme a été sécurisée comme preuve et soumise à une analyse médico-légale standard. C'était un pistolet, un modèle spécifique connu pour sa fiabilité et sa durabilité. L'arme à feu a été passée dans les bases de données standards, vérifiant l'implication dans tout crime connu. Le numéro de série a été passé dans les bases de données nationales à la recherche de tout enregistrement de vol ou d'utilisation dans un crime. La recherche initiale n'a donné aucun résultat. L'arme semblait être propre. Cependant, un enquêteur impliqué dans le traitement des preuves a remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de l'arme à feu. Elle avait été personnalisée, la poignée du pistolet avait été modifiée, apparemment pour s'adapter à la main d'un individu spécifique. La modification était subtile mais distincte, une touche personnalisée qui suggérait que l'arme à feu était appréciée par son propriétaire. L'enquêteur, minutieux dans son travail, a décidé de croiser l'arme à feu avec des affaires classées impliquant des fugitifs. C'était un pari à long terme, une vérification de routine visant à s'assurer qu'aucune pierre n'était laissée non retournée. L'enquête sur les activités de Vaughn était approfondie, et les agents croisaient chaque preuve avec les affaires classées existantes impliquant des fugitifs ou des événements inexpliqués dans les régions où Vaughn était connu pour avoir opéré. C'est au cours de ce processus de recoupement exhaustif que l'enquêteur a remarqué une connexion potentielle.
L'arme à feu, sa marque et son modèle correspondaient à la description d'une arme répertoriée comme manquante dans un dossier d'affaires classé du Dakota du Sud. L'affaire était la disparition de Willis Redford. La connexion était ténue au début. L'arme à feu était un modèle commun. Mais les détails dans le dossier de l'affaire Redford étaient spécifiques. Willis Redford était connu pour porter ce modèle spécifique de pistolet lors de ses randonnées en solo. De manière cruciale, le dossier de l'affaire notait que Willis avait apporté des modifications personnalisées à la poignée de son arme, des gravures spécifiques et un remodelage conçu pour améliorer sa prise et son confort. Ces modifications étaient uniques, documentées par Octavia Redford et les enquêteurs qui avaient examiné le kit de nettoyage d'armes à feu trouvé au camp Fantôme. L'enquêteur a contacté les autorités du Dakota du Sud, demandant plus d'informations sur l'arme à feu de Willis Redford. Le bureau du shérif du comté de Pennington a fourni des descriptions détaillées et des photographies des modifications personnalisées que Willis avait apportées à son arme à feu. La description correspondait parfaitement à l'arme à feu trouvée dans le coffre-fort de Vaughn. La personnalisation subtile, les modèles d'usure spécifiques, c'était indéniable. L'arme à feu appartenait à Willis Redford. La découverte était stupéfiante. Elle établissait un lien direct et physique entre Garrett Vaughn, l'ex-flic fugitif, et Willis Redford, le randonneur disparu. Les deux affaires, apparemment entièrement sans rapport, s'étaient heurtées de manière spectaculaire. Les implications étaient de profondes, suggérant une rencontre directe entre les deux hommes dans la nature sauvage des Black Hills. Garrett Vaughn, faisant déjà face à des décennies de prison pour ses condamnations de fraude fédérale, a été confronté à cette nouvelle preuve indéniable. La présence de l'arme à feu de Willis Redford en sa possession exigeait une explication. L'enquête a changé de focus, traitant maintenant la disparition de Willis Redford comme un homicide potentiel. Vaughn a été confronté à l'arme à feu. La confrontation était intense. Les enquêteurs ont présenté les preuves indéniables, la poignée personnalisée, la connexion au randonneur disparu. L'arme à feu, personnalisée par les mains de l'homme qui avait disparu dans les Black Hills, a été placée sur la table dans la salle d'interrogatoire. L'effet de levier était immense. Vaughn, réalisant que sa situation était devenue exponentiellement pire, a finalement rompu son silence. Il a accepté d'avouer, cherchant un accord de plaidoyer pour éviter la possibilité d'une accusation de meurtre. Dans une série d'entretiens avec les enquêteurs, Vaughn a détaillé sa vie en fuite et les événements qui ont conduit à sa rencontre avec Willis Redford. Il a admis qu'après avoir fui Chicago en 2013, il avait cherché refuge dans l'endroit le plus éloigné qu'il pouvait trouver. Il avait utilisé ses fonds illicites pour acheter une cabane isolée et éloignée au cœur des Black Hills du Dakota du Sud. L'achat avait été fait en espèces, sous un faux nom, garantissant que la propriété ne pouvait pas être retracée jusqu'à lui. La cabane était son sanctuaire, sa cachette, loin de la portée de la loi. Il vivait une vie d'isolement extrême et de paranoïa, craignant constamment d'être exposé. Il quittait rarement la cabane, comptant sur des provisions stockées et les ressources naturelles de la nature sauvage environnante. Il croyait qu'il était en sécurité, caché de la portée de la loi. Puis, fin octobre 2014, son isolement a été brisé. Willis Redford, lors de sa randonnée en solo, est tombé sur la cabane par accident. Willis, ignorant la véritable identité de Vaughn ou son statut de fugitif, a probablement vu la cabane comme une source potentielle d'eau ou simplement un point d'intérêt dans la nature sauvage éloignée. Vaughn, extrêmement paranoïaque à l'idée d'être découvert, a vu Willis non pas comme un randonneur inoffensif, mais comme une menace. Il a invité Willis dans la cabane, lui offrant à boire, tentant d'évaluer la situation. Au cours de leur conversation, Willis a mentionné son passé de garde forestier à la retraite. Cette révélation a terrifié Vaughn. Il craignait que Willis, avec sa connaissance de la région et ses connexions avec les forces de l'ordre, ne signale l'emplacement de la cabane conduisant les autorités directement à lui. Vaughn a paniqué. Sa paranoïa a submergé son jugement. Il a décidé qu'il devait éliminer la menace. Alors que Willis buvait, Vaughn l'a attaqué soudainement et violemment. Il a saisi une bûche lourde de la cheminée et a frappé Willis à la tête et au bras. L'attaque était brutale, destinée à tuer. Mais Vaughn avait sous-estimé Willis Redford. Malgré son âge et la gravité de ses blessures, une blessure importante à la tête et un bras cassé, Willis s'est défendu. Il a réussi à sortir son arme à feu, tentant de se défendre et, selon Vaughn, pendant la lutte, Willis a laissé tomber l'arme. Gravement blessé, étourdi par la blessure à la tête et réalisant le danger dans lequel il se trouvait, Willis a fui la cabane, il s'est échappé dans la nature sauvage, poussé par l'adrénaline et l'instinct de survie. Vaughn a sécurisé l'arme à feu. Il n'a pas poursuivi Willis. Il a supposé que l'homme âgé, gravement blessé, étourdi par la blessure à la tête et maintenant désarmé, périrait rapidement dans l'environnement hostile. La nature sauvage se débarrasserait du corps et son secret resterait en sécurité. Vaughn a affirmé qu'il n'avait aucune idée que Willis avait survécu.
Il ignorait l'exploit extraordinaire de résilience qui a suivi l'attaque, la stabilisation des blessures, l'établissement du camp fantôme, la survie de 6 mois à travers l'hiver. Il avait gardé l'arme à feu comme un trophée, un rappel de la rencontre qui, selon lui, avait assuré sa liberté. La confession était glaçante. Elle expliquait les blessures mises en évidence par Latel et les bandages trouvés au camp fantôme. Elle expliquait l'arme à feu manquante. Et elle expliquait pourquoi Willis, malgré ses compétences de survie, avait finalement disparu. Il n'avait pas succombé aux éléments, il avait été la victime de la paranoïa d'un homme désespéré. Le mystère de ce qui était arrivé à Willis Redford était enfin résolu, révélant une rencontre tragique avec un homme désespéré se cachant dans la nature sauvage. Armés de la confession de Gareth Vaughan, les enquêteurs ont finalement pu localiser l'emplacement de la cabane isolée dans les Black Hills. En utilisant les détails fournis par Vaughan, une équipe a localisé la structure au cœur de la nature sauvage. Elle était isolée, cachée de la vue, exactement comme Vaughan l'avait décrite. La cabane était située à environ 9 miles de l'endroit où le camp fantôme de Willis Redford a été découvert plus tard. La réalisation de la distance que Willis avait parcourue alors qu'il était gravement blessé était stupéfiante. Les enquêteurs ont analysé la topographie entre la cabane et le camp. C'était un terrain accidenté et impitoyable. Willis Redford, à 74 ans, avec un bras cassé et une blessure grave à la tête, avait parcouru 9 miles à travers cette nature sauvage pour atteindre l'abri où il a établi son camp. Ce voyage ardu expliquait la gravité des blessures indiquées par Latel et les bandages improvisés. C'était un témoignage de sa volonté extraordinaire et de ses compétences de survie qu'il ait réussi à atteindre la sécurité et à endurer l'hiver. Une dernière opération de recherche a été lancée, se concentrant sur la zone entre le camp fantôme et le site de l'antenne. Les enquêteurs ont théorisé que Willis, après avoir réalisé que l'antenne était inefficace, avait probablement succombé à ses blessures ou à l'épuisement en tentant de trouver un autre moyen de signaler pour obtenir de l'aide ou de sortir à pied au printemps 2015. Plusieurs jours après le début de la recherche, des restes squelettiques ont été localisés dispersés dans un ravin profond, non loin de la crête où l'antenne avait été trouvée. Les restes ont été collectés et envoyés pour analyse. Les tests ADN ont confirmé l'inévitable. Les restes appartenaient à Willis Redford. En raison de la décomposition extensive et de l'activité animale au cours des 2 années depuis sa mort, l'analyse médico-légale était limitée. Les os étaient dispersés et certaines parties manquaient. Bien que les restes aient montré des preuves de fractures guéries compatibles avec le bras cassé, les médecins légistes n'ont pas pu confirmer définitivement la blessure à la tête décrite par Vaughan. La cause exacte du décès n'a pas pu être déterminée, laissant une question persistante sur la vérité complète de la confession de Vaughan. Gareth Vaughan, face à des preuves accablantes, a plaidé coupable d'homicide involontaire dans la mort de Willis Redford. La condamnation a été ajoutée à ses peines existantes pour fraude fédérale et corruption, garantissant qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Pour Octavia Redford, la découverte des restes de son mari a apporté une clôture douloureuse, mais nécessaire. Les années d'incertitude, l'espoir angoissant, étaient enfin terminées. Elle a pu enterrer ses restes, honorant l'homme qui avait combattu si vaillamment pour sa survie, un dernier témoignage de sa vie dédiée à la nature sauvage,